Bonjour et à toutes et à tous, et puis bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qu'on a spécialement adressé cette semaine et ce mois-ci aux responsables d'entreprises romandes qui sont actives dans l'industrie manufacturière, qu'on a pris au sens large. Ce webinaire, il est intitulé Comment organiser l'énergie économiser l'énergie, pardon, dans l'industrie manufacturière. Quelques notes de contexte, peut-être, histoire que tout le monde soit bien sur la même page. On connaît évidemment une situation actuelle avec une forte hausse des prix, un risque de pénurie qui est réel pour cet hiver, une situation énergétique qui est donc tendue maintenant qu'il a été dans le passé, dans ces derniers mois, et qu'il sera au minimum pour les prochains mois également. Il y a donc deux problématiques, un besoin d'économiser et de réduire sa consommation de la part de tout le monde, des ménages comme des entreprises. Mais évidemment, les manufactures sont en première ligne. L'objectif de ce webinaire, c'est donc d'une part de répondre à vos interrogations, de vous donner des clés pour agir, quelques clés concrètes, de rester à l'écoute évidemment, et puis de montrer des exemples qui fonctionnent. Pour ça, on aura tout à l'heure le témoignage d'une entreprise romande active dans le secteur. Comment ça va se passer ce webinaire? Il va y avoir 3 temps. Tout d'abord une introduction et peut-être même, je dirais, un pas de côté qui va être fait avec le professeur François Maréchal de l'EPFL et d'Energipolis à Sion sur quelque part un petit peu la zone industrielle idéale dans un futur plus ou moins proche, voir vers quel monde on pourrait tendre si tout se passait comme on le souhaite. Et puis on aura aussi les conseils concrets de notre expert Brian Granger que je présenterai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis un retour d'expérience donc d'une entreprise romande que je vous disais que cette entreprise c'est Medtronic qui est basée du côté de Tolochna, à côté de Morges, qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les mesures fortes déjà prises pour réduire la consommation, la facture et pour s'inscrire véritablement dans les réalités et les contraintes du 21e siècle. Chaque présentation va durer environ 15 minutes. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat. On en prendra quelques-unes à la fin du webinaire. On essaiera de répondre aux autres par écrit si on n'a pas le temps. Et puis dès ce soir, on vous enverra un package avec le replay, un petit sondage qu'on vous mettra aussi tout à l'heure en fin de webinaire. Et puis début de semaine prochaine, vous retrouverez les présentations avec une FAQ avec l'ensemble des questions du chat qui sont restées en suspens et auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Comme promis, on va commencer donc avec cette introduction et ce pas de côté, je vais passer la parole au professeur François Maréchal qui a donc une quinzaine de minutes pour nous présenter sa version quelque part de la zone industrielle du futur. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? On voit les slides, oui. OK, voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc, j'ai le privilège peut-être de faire le pas de côté parce que donc, je vais vous parler un petit peu de l'industrie pour la transition énergétique. Donc, je m'appelle François Maréchal, je suis professeur à l'EPFL. J'ai un groupe de recherche qui travaille dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'ingénierie des systèmes énergétiques. Alors, je crois que c'est important de poser le problème en disant, notre objectif, c'est d'arriver à un futur net zéro. Pour ça, il faut évidemment comprendre ce que les gens ont besoin et s'assurer qu'ils vont recevoir les produits et les services dont ils ont besoin, ce qui se traduit en fait par une demande euh, sous forme de produits, de services, mais aussi peut-être de sécurité d'approvisionnement, et qui se traduit par le fait qu'il va falloir trouver des ressources pour satisfaire ces demandes, de savoir où elles sont, quand elles sont disponibles et combien est disponible. Et puis le travail d'engineering qui consistera à décider des investissements qui permettent de satisfaire les demandes avec les ressources. Et les investissements, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les technologies et surtout les nouvelles qu'il va falloir activer et qui seront de deux types. Il y aura les types conversion d'énergie et stockage. Et puis surtout le fait que ces technologies sont intégrées dans une infrastructure qui permet en fait de partager certaines parties de la conversion. Une autre dimension, c'est qu'il va falloir faire du management, donc il va falloir gérer ces technologies, ce qui veut dire qu'on va voir apparaître des stocks dans le système et puis on va devoir, on va pouvoir grâce à ça
coordonner en fait la disponibilité des énergies renouvelables et les demandes. Pour ça, il va falloir avoir aussi des critères qui vont nous permettre de prendre des décisions. Et on a appris aujourd'hui que le critère économique qui était appliqué dans le passé n'est plus valable aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut prendre en compte l'économie, mais il va falloir aussi prendre en compte le futur et la dette qu'on va laisser à nos enfants dans la manière dont on va prendre les décisions. Une autre dimension qui va apparaître, c'est la circularité. La circularité qui va se traduire par le fait qu'on va avoir de plus en plus la nécessité de gérer nos déchets et de les voir réapparaître comme des produits, ce qui va falloir, veut dire qu'il va falloir avoir des processus qui vont convertir les déchets en produits. Les déchets en énergie, et puis là, il va y avoir une dualité qu'il va falloir maîtriser, et aussi considérer le fait que le CO2 fera partie de l'équation, pourra être reconverti en produit ou en service énergétique, mais pourra aussi être séquestré. Donc il va falloir vraiment comprendre ce système dans son ensemble. Alors comment est-ce que se traduit? Donc vous voyez que vous avez ici un gros élément qui est l'industrie. Comment est-ce que ça se traduit pour l'industrie? Eh bien, ça se traduit d'abord par le fait que bon, l'industrie au niveau mondial représente à peu près une trentaine de pourcents de la consommation énergétique. Et dans cette consommation énergétique, en fait, on voit deux choses. Il y a d'une part la chaleur et d'autre part l'électricité. La chaleur qui s'exprime, qui est fournie d'abord avec différents types de combustibles, donc différents types de ressources, mais d'autre part, qui est utilisée à différents niveaux de température. Et ça va être important lorsqu'on va faire l'analyse de la manière dont on utilise l'énergie dans les procédés industriels. Alors, si on regarde un procédé de production, en fait, il a pour fonction de transformer des matières premières en produits et en sous-produits, avec le fait qu'il voit des ressources énergétiques ou même d'autres ressources qui sont utilisées pour réaliser cette conversion. Et puis là, j'ai quand même profité déjà de mon statut de professeur en thermodynamique notamment pour insister sur le fait que ce système-là se place dans le contexte du bilan d'énergie et du bilan de matière. L'énergie et la matière se conservent, ce qui veut dire aussi que l'énergie et la matière qui ne terminent pas dans les produits va se retrouver sous forme de déchets. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est comprendre comment l'énergie que l'on achète est utilisée à des fins utiles et puis où est-ce qu'elle se retrouve et où est-ce que à la fois la matière qui est rentrée et qui ne se trouve pas dans les produits se retrouve sous forme de déchets et voir quelles sont les opportunités qui y sont associées. Alors, lorsque l'on va essayer de comprendre comment l'énergie est utilisée dans le procédé, on va faire un chemin, en fait. On va aller depuis la facture énergétique jusqu'à l'utilisation de l'énergie. Et puis ça va devoir, lorsqu'on va vouloir réaliser ça dans la pratique, on va devoir prioriser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quelles sont les opérations dans le procédé qui consomment de l'énergie, sous quelle forme cette énergie est consommée, de manière à pouvoir attribuer une partie de la facture aux différentes opérations nécessaires pour réaliser la production. Donc, on va avoir une approche qui va être top-down, où on va partir de la facture pour la distribuer vers les opérations du procédé. Et puis après, on va essayer de faire une opération bottom-up, où on va repartir des opérations du procédé pour dire quelle est la nouvelle facture que l'on peut espérer. Et puis, il va évidemment falloir prioriser. Puis là, on va utiliser le principe de Pareto, notamment pour cibler les opérations qui sont les plus importantes du point de vue énergétique. Mais ce que vous voyez également, c'est que l'énergie, elle va apparaître sous différentes formes à la hauteur des opérations physiques unitaires, que ce soit par la distribution d'eau chaude, de vapeur ou d'air comprimé, par exemple, ou de froid. Ou d'électricité. Donc, ça veut dire qu'on va devoir maintenant comprendre les différents types d'énergie qui sont utilisés et on va descendre dans le procédé. On va regarder pour chacune des opérations physiques unitaires, en fait, quelle est son interface énergétique et quelles sont ses interfaces matières. De manière à bien comprendre chacune des opérations et la raison pour laquelle elles utilisent de l'énergie. Alors, dans les interfaces que l'on va voir, il y a une qui va être très importante, c'est l'interface chaleur, qu'on va définir avec des fluides à chauffer et des fluides à refroidir, que l'on va
caractérisés par des profils de température enthalpie qui nous permettront déjà de définir des options pour améliorer l'efficacité et notamment récupérer l'énergie des fluides qui se refroidissent pour chauffer les fluides qui doivent être chauffés. Au total, ça veut vouloir dire qu'on va avoir un système lorsque l'on va regarder non seulement avec la partie procédé, mais également avec la partie conversion d'énergie. Vous voyez que j'ai introduit différents éléments dans le système, supplémentaires dans le système, parce que maintenant, j'ai ce que j'achète, que je convertis, que je distribue en ce qui est utile pour le procédé. Au moment où je fais la conversion, je vais avoir des flux qui seront des flux de déchets, par exemple, que je vais traiter à l'intérieur de mon système et peut-être reconvertir en énergie utile, pour finalement comprendre l'énergétique de ce système-là. Alors, pour améliorer l'efficacité, je vais avoir plusieurs moyens d'action. Donc, le premier, c'est l'audit. Donc, je passe de la facture au besoin. Ensuite, je vais identifier les récupérations de chaleur. C'est de chauffer les fluides qui doivent être chauffés avec les fluides qui doivent être refroidis. Et puis après, je vais regarder le déchet de chaleur, donc la chaleur résiduelle, que je vais pouvoir transformer soit en la revalorisant grâce à des pompes à chaleur, soit en la convertissant en énergie utile. Donc, par exemple, transformer mon énergie résiduelle en électricité. Et puis après, je vais me poser la question de quelles sont les ressources dont je dispose, de voir comment est-ce que je peux les convertir, comment je peux peut-être les convertir en deux formes d'énergie utile, la production combinée chaleur-force, et également comment est-ce que je vais convertir mes déchets en énergie utile. On a fait des analyses, on voit qu'effectivement, quand on combine ces systèmes-là, on peut arriver à des économies d'énergie qui peuvent être assez importantes. Ceci, c'est pour l'industrie suisse, mais on voit qu'on montre des économies d'énergie qui vont jusqu'à 42% de la consommation énergétique actuelle. Une autre dimension, c'est l'intégration du processus dans le système énergétique global. Alors ici, j'ai rajouté des éléments, vous voyez les flèches rouges. En fait, c'est des nouvelles flèches qui vont apparaître lorsque l'on va réfléchir le futur système énergétique. Pourquoi est-ce qu'elles vont apparaître? Parce que d'une part, on va se dire, tiens, dans mes procédés, je peux utiliser des déchets ou je peux utiliser comme matière première le déchet de mon voisin. D'autre part, je peux me dire, tiens, lorsque je regarde mon bilan d'énergie, j'ai de l'énergie qui est relâchée dans l'environnement. Pourquoi est-ce que je ne l'utiliserai pas pour chauffer les bâtiments qui sont autour de moi? Donc, je vais faire des approches de clusters industriels et de chauffage urbain qui me permettent de distribuer finalement l'énergie dans la ville. Une autre dimension, c'est que je vais me dire, je pourrais aussi collecter des énergies renouvelables sur mon site de production, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, ou de la chaleur renouvelable. D'autre part, je vais voir que je vais me connecter sur le réseau, et le réseau futur sera un réseau qui distribuera de l'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire qu'il va falloir penser à opérer le procédé de manière à prendre les opportunités de quand l'électricité est produite par des énergies renouvelables ou disponible par des énergies renouvelables. Et puis, comme je suis un industriel, je vais pouvoir peut-être aussi mettre en place des technologies qui me permettent de faire du power to tanks, donc de transformer l'électricité en énergie stockée, et puis à un autre moment, faire retransformer cette énergie stockée en électricité que je peux redistribuer sur le réseau ou que je vais utiliser pour satisfaire mes besoins à l'intérieur de mon procédé. Et puis l'autre dimension, ça va être de capturer de faire la capture du CO2 pour des fins de séquestration ou pour des fins de stockage supplémentaire d'énergie. Juste un exemple pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer ce système-là avec le réseau, par exemple. Eh bien, je peux réorganiser ma production d'énergie, mes processus de production, de manière à faire fonctionner, à consommer l'électricité lorsqu'elle est disponible, soit parce qu'elle vient d'énergie renouvelable, soit parce qu'elle est bon marché, et réorganiser ma production de manière à consommer l'électricité au moment où elle doit l'être. Et ce qu'on a montré, c'est un exemple sur la production de shampoing ici, mais on a montré qu'on pouvait réduire jusqu'à 30% les émissions de CO2 juste en réorganisant la production de mon système. Évidemment, il va falloir que je puisse avoir accès
dans ce cas-là, à l'avantage des émissions de CO2 liées à la consommation d'électricité que je fais. Et puis là, il y a notamment une start-up qui est de mon groupe qui propose le tagging du CO2 dans le marché électrique. Une autre dimension, c'est l'économie circulaire. Alors ici, je vous donne un exemple, il y en a plein d'autres, mais juste pour vous montrer la réflexion. Si j'ai du bois, eh bien, je peux le convertir soit en produits, des matériaux de construction ou des produits chimiques ou même du papier. Et puis le reste, je peux le transformer en carburant ou que je pourrais stocker et donc utiliser, par exemple, pour les fins de transport. Cette conversion produit de la chaleur à haute température et à basse température et a un sous-produit qui est le CO2. Qu'est-ce que je peux faire avec la chaleur à haute température? Eh bien, je peux fournir la chaleur pour l'industrie. Qu'est-ce que je peux faire avec la chaleur à basse température? Je peux l'utiliser pour chauffer la ville. Et j'en profiterai pour collecter la chaleur de l'industrie pour chauffer la ville. Qu'est-ce que je peux faire du CO2? Eh bien, si j'ai trop d'électricité sur le réseau parce que le soleil brille et le vent souffle et que personne n'a besoin d'électricité, eh bien, je vais pouvoir prendre l'excès et grâce à l'utilisation d'une électrolyse, je vais pouvoir et l'utilisation du CO2, je vais pouvoir reproduire plus de carburant que je vais pouvoir stocker. Et en même temps, je vais faire de la chaleur que je pourrais utiliser dans l'industrie et la chaleur résiduelle pourra être utilisée pour faire du chauffage urbain. Évidemment, je vais devoir faire une coordination. Je vais aussi me rendre compte que les gens me ramènent des produits que je vais pouvoir intégrer dans mon système. Et comme j'aurais fait de la capture du CO2, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire avec ce CO2 que j'aurais capturé dans l'industrie. Eh bien, je vais pouvoir le recycler dans le système et j'aurai plus de CO2 pour stocker plus d'énergie renouvelable et la rendre disponible à un autre moment de l'année. Ici, c'est juste pour vous montrer que si on a cette approche système, eh bien, on va pouvoir être très vertueux dans l'utilisation de l'énergie. Et on pourra même capturer le CO2, le retransformer en produit ou le séquestrer. Et c'est de nouveau, c'est des procédés qui sont des procédés industriels. Ce qui va vouloir dire que je dois regarder maintenant ce système vraiment comme un système intégré. Un système intégré où il y aura à la fois des aspects d'intégration à l'intérieur des procédés pour augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'énergie dans les procédés, et puis des intégrations qui sont des intégrations système où on va réfléchir à la capture du CO2, à l'intégration avec les réseaux, qui soient les réseaux électriques, qui soient le réseau gaz, qui soit le réseau chaleur, ou qui soit le recyclage des produits. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir système, réfléchir intégration des différents procédés les uns avec les autres et intégration avec les ressources énergétiques dont on dispose et avec le système urbain qui se trouve souvent près de nos procédés. On va avoir besoin de métriques pour mesurer l'efficacité de nos décisions, que ce soit des métriques économiques, que ce soit des métriques du développement durable ou des métriques thermodynamiques pour savoir si on est bon ou si on est mauvais dans le système. À la fin, il va falloir avoir un système d'aide à la décision parce qu'il n'y a pas qu'une seule option. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'un point de vue systématique quelles sont toutes les options que l'on voit par rapport aux procédés que l'on évalue, faire un inventaire de toutes les options possibles, calculer comment est-ce qu'elles s'intègrent les unes avec les autres, donc calculer les tailles des équipements et la manière dont ils vont être opérés dans le système, déduire les performances économiques de chacune des options possibles. Et évidemment, ça doit se faire avec une approche d'aide à la décision qui va utiliser l'ordinateur et même l'intelligence artificielle de manière à générer de manière systématique un ensemble de solutions qui seront mesurées, dont les performances seront mesurées de différentes manières, que ce soit sur l'efficacité économique ou l'efficacité environnementale, pour finalement comprendre et interpréter les résultats et être convaincu de la raison pour laquelle on prendra la décision finale. Et l'idée ici, c'est d'utiliser des outils d'aide à la décision qui nous permettent de nous guider vers la solution finale. Et la solution finale, qui est la décision, sera non seulement qu'est-ce qu'on investit, mais aussi pour quelles raisons on le fait. Alors, en conclusion, en fait, je peux dire qu'il n'y a qu'à parce qu'on a des technologies et des méthodes qui permettent de le faire. Il faut maintenant faire du transfert de technologie. Puis là, c'est une opportunité que je voudrais bien vous présenter parce que nous venons
justement d'obtenir un projet Suisse Énergie dans lequel nous allons chercher en fait des applications qui nous permettront de mettre en place un système de formation continue où les ingénieurs pourront venir se former à l'utilisation des outils et des méthodes que l'on a développées euh, en les appliquant dans l'industrie sous la forme de procédés qui seront de projets pardon, qui seront coachés par des experts de mon groupe. Voilà, c'est la conclusion de ma présentation. Donc, je serai après, évidemment, très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, merci pour cette présentation très détaillée et qui nous permet voilà, d'introduire le sujet à un niveau, on va dire, un niveau méta, un niveau global. Je vous propose, alors je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, je vous rappelle juste qu'on va essayer de répondre aux questions peut-être à la fin, hein, donc posez-les sur le chat, ça permettra de rester un peu dans les timings des présentations. Après ce niveau très méta, très théorico-pratique finalement, je vous propose de redescendre d'un cran, de redescendre au cran d'aujourd'hui et du concret, de qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant au niveau de chacune de vos entreprises respectives pour réussir à être plus efficient, plus efficace et puis pour économiser dans tous les sens du mot économiser. Pour ça, on a avec nous Brian Grangier qui est Product Manager chez Romande Énergie et puis il est assisté de Marc Roy, responsable de projet énergie renouvelable. Donc je pense que c'est d'abord Brian qui va parler. Marc Roy répondra peut-être plus à vos questions. Je ne sais pas comment encore ils se sont véritablement organisés. Toujours est-il que voilà, la parole pour 15 minutes est là encore une fois pour donner des conseils tout à fait concrets. Donc Brian, tu peux y aller. Merci beaucoup, Martin. Je vais partager mon écran. Tac. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est tout bon. Magnifique. Merci, Monsieur Maréchal, pour cette belle présentation qui était très intéressante. Donc, moi, pour ma partie, je vais vous parler un peu plus de conseils pour l'efficacité énergétique, un petit peu des conseils pratiques et de base, comment vous pouvez intervenir au sein de votre entreprise. On partira après sur une petite lecture d'une courbe de charge d'un site. On parlera aussi un peu d'énergie renouvelable. Et puis après, je pense que pour bien terminer, rien ne vaut un cas concret, finalement, deux cas pratiques qu'on a pu détecter chez des clients. Voilà. Donc, concernant les conseils pour l'efficacité énergétique, comme l'a aussi rappelé M. Maréchal, c'est important de définir en fait une vision, un objectif, où est-ce qu'on veut aller. Et puis pour le faire, il faut déjà travailler sur le départ, de où est-ce qu'on part. Donc un audit énergétique, c'est toujours, je dirais, un plan d'action qui va vous permettre d'avoir justement cette vision et il faut le poser dès le début. Donc, pour ça, il y a plusieurs outils qui existent en fonction de la catégorie d'entreprise que vous êtes, la taille. Aujourd'hui, durant ce webinaire, je peux regarder un petit peu la liste, on a plusieurs tailles d'entreprises. Donc, je dirais que pour les grandes entreprises, celles qui font plus de 500 000 kWh par année, mettre en place une convention d'objectifs, c'est un outil qui vous permet de définir en fait une trajectoire d'énergie sur 10 ans et d'être accompagné par un spécialiste énergétique et puis comme ça, en fait, vous mettez vraiment une vision et un objectif d'efficacité énergétique. Pour les plus petites entreprises qui sont présentes aussi aujourd'hui avec nous, vous avez la possibilité de réaliser un audit énergétique qui s'appelle le PIKE, qui est un audit dédié en fait pour les PME et qui est aussi la mise en place en fait d'un plan d'action avec des mesures à très court terme, moyen terme et long terme et qui est fortement subventionné par la Confédération et également par certains cantons. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, responsable de vos bâtiments, technicien au sein de votre entreprise? C'est travailler sur ce que nous, on appelle les quick wins. En fait, ce sont des mesures qui ne demandent pas beaucoup d'investissement et qui ont des retours sur investissement, justement, qui sont très courts. On parle de l'ordre de 1 à 2 ans. Là, je vous ai listé une liste, justement. On peut penser aux appareils qui sont en stand-by. Les hubs informatiques, les stations de charge aussi, tout ce qui en fait pourrait être éteint. On peut penser aussi aux télévisions que des fois on a dans nos industries, affichage, etc. Ce sont des appareils en fait qui consomment de l'énergie en stand-by. Et quel est le réel besoin de les avoir tout le temps allumés? Voilà. Donc ça c'est peut-être un premier conseil. On peut aussi parler de l'éclairage finalement. Aujourd'hui, on fait beaucoup du rétrofit, on passe de l'ancien éclairage par du LED. Mais parfois, ce qu'on met un peu de côté, c'est la sobriété énergétique. C'est comment est-ce que finalement, est-ce que j'ai un réel besoin
d'avoir des couloirs? Est-ce que je pourrais pas en supprimer un ou deux? C'est aussi vraiment définir le besoin en fait réel qu'on a. Ça, vraiment un quick win en fait qui peut être appliqué. On parle aussi de la ventilation. Est-ce que finalement les débits que j'ai aujourd'hui dans mes salles administratives ou dans l'usine de fabrication, est-ce qu'ils sont toujours en corrélation avec un réel besoin? Est-ce qu'à midi, finalement, est-ce que mes ventilations baissent? Abaisser sa température, les couper, encore une fois, c'est des choses dans lesquelles vous avez accès et rapidement et qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement en fait pour faire des économies d'énergie. Donc réduction de vitesse des pompes, chauffage et climatisation, la même chose, hein, abaisser d'un degré. Salle serveur, on voit souvent des salles serveurs qui sont climatisées, malheureusement qui sont aussi souvent mal climatisées. Donc il y a vraiment des études qui peuvent être faites rapidement sur ces salles serveurs et qui peuvent vous faire économiser un petit peu d'énergie et puis aussi de l'argent évidemment. On pense par exemple au free cooling. En hiver, si notre salle serveur elle dispose d'une fenêtre, on peut peut-être abaisser la climatisation, ouvrir la fenêtre et puis comme ça on refroidit en fait de manière renouvelable, naturelle notre salle serveur. Voilà. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans la lecture finalement d'une de ces courbes de charge. Donc là, on vous affiche une courbe de charge d'une entreprise. Et puis on voit, si on commence à la lire de gauche à droite, qu'on commence à avoir une augmentation de la consommation à partir de 4 heures du matin. On arrive à un pic à partir de 8 heures. Ensuite, on a quelque chose qui suit plutôt une tendance de production, donc plutôt flat. Et on commence à avoir en fait une légère descente jusqu'aux alentours de 8 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? On peut imaginer qu'il y a des processus, des installations qui commencent à se mettre en route vers les 4 heures du matin. Ensuite, on part la fabrication. Est-ce que les employés sont déjà arrivés à partir de 4 heures du matin? Qu'est-ce qui finalement vient générer cette consommation qu'on voit là? Ensuite, on a la partie de droite où on a la descente et on voit qu'on vient se stabiliser aux alentours de 5 kWh, hein, ce qui présente quand même une bande passante d'environ 20 kW en continu. Et puis là, il faut venir en fait expliquer, mais qu'est-ce qui vient justifier cette consommation? À partir de 8 heures, est-ce que j'ai encore en fait des employés qui sont sur site? Et qu'est-ce qui tourne pour justifier 5 kWh de consommation ou 20 kW de ruban finalement de puissance? Donc si on zoome un petit peu à l'extérieur et puis que là on est sur une courbe journalière, hein, et puis qu'on se place sur une courbe sur une semaine, on voit juste en dessous du graphique qu'en fait cette courbe, elle se répète hein, tout le temps. Donc on a toujours cette montée et cette descente et cette stabilisation aux alentours des 20 kW de puissance. Donc il faut venir en fait travailler et expliquer qu'est-ce que c'est ce ruban. Donc là à droite, je vous montre dans la partie verte, ce cube, en fait, ces cubes verts qui représentent le talon de consommation d'énergie. Et puis dans ce talon de consommation, en fait, on a tendance un petit peu à l'oublier, à le mettre de côté, hein. Donc lui, il est là 24 heures sur 24. Et puis ce sont justement là où on peut venir travailler sur les quick wins et pas forcément tout de suite sur la montée de courbe où là, on a vraiment les grosses installations, les processus qui se mettent en route. Donc comment on vient identifier qu'est-ce qui fonctionne dans ce talon et puis est-ce que ces consommations, elles sont justifiées? C'est aussi intéressant de prendre ces courbes sur des week-ends, sur des jours fériés, sur des vacances. Comme ça, on voit vraiment, finalement, quel est notre ruban de consommation. Ce ruban de consommation, sur certaines entreprises, des fois, il peut représenter jusqu'à 20-30% de la consommation globale annuelle de toute l'entreprise. Donc, finalement, c'est quand même énorme. Et puis là, on peut avoir un vrai impact, un réel impact rapidement en travaillant, en fait, sur ce talon de consommation. Maintenant, partir sur le haut de la courbe où des fois c'est plus difficile d'aller chercher des économies d'énergie, ça demande plus d'investissement, ça demande des études, c'est plus gourmand en temps, le temps étant aussi une denrée rare dans l'industrie. Comment on peut venir baisser ça? Donc aujourd'hui, on a des solutions type solaire qui sont finalement utiles pour venir en journée, abaisser la consommation, enfin l'énergie qu'on vient soutirer du réseau. Puis grâce au solaire, on a des prix qui sont maintenant très compétitifs hein, par rapport au prix du marché qu'on connaît actuellement. On a des prix qui peuvent être de l'ordre de 10 fois moins chers. Vous venez en quelque sorte votre autoproducteur, votre fournisseur d'énergie. Vous ne payez pas le timbre, l'acheminement, les taxes, etc. sur l'énergie que vous autoproduisez. Et puis, vous venez travailler dans cette partie haute de la courbe qu'on a vue en prenant directement l'énergie en fait, de votre installation solaire.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsque vous avez une installation solaire, vous avez un prix finalement de l'énergie qui est fixé pour une longue durée et vous êtes du coup armé pour les augmentations de prix et autres. Vous subissez moins d'impact face au marché de l'électricité qu'on connaît aujourd'hui qui est assez élevé. Donc, c'est vraiment important en fait de penser à recouvrir toutes les surfaces qui sont disponibles et possibles au sein de vos entreprises. Lorsqu'on a des problèmes, des fois, d'investissement ou on préfère investir directement dans les processus internes de l'entreprise, il existe des moyens, comme le contracting énergie solaire, où vous avez la facilité finalement d'avoir un accès à une énergie renouvelable sans devoir dépenser pour l'infrastructure qui permet de créer cette énergie renouvelable. Romand Énergie propose notamment ce genre de concept. Maintenant, je pense que rien ne vaut mieux que de montrer des exemples concrets que nous, on a pu identifier dans le cadre, notamment ce cadre-là d'une convention d'objectifs. Donc là, on est chez un client dans le cadre d'une convention d'objectifs où on fait justement, comme le disait M. Maréchal, une répartition énergétique où on essaie d'identifier en fait les flux entrants dans l'entreprise, où est-ce qu'ils vont, comment ils sont répartis. Et là, on a identifié que pour cette entreprise, environ un tiers de sa consommation à l'année, elle partait dans l'énergie qui était destinée à ses compresseurs d'air. On a notamment identifié que la situation des compresseurs n'était pas optimale. On avait des compresseurs qui étaient décentralisés. On a identifié qu'il y avait des fuites sur le réseau. On a vu que la gestion du pic de demande de pression d'air n'était pas non plus optimum. Ce qui se passait chez ce client, c'est qu'il voulait aussi remplacer 2 de ses compresseurs. Mais pour lui, la logique était de remplacer ses compresseurs et pas forcément de faire une étude pour remettre en cause ou remettre en question et étudier pour voir s'il était possible d'avoir un meilleur concept. Donc, grâce à cet audit de base qui était justement la convention d'objectifs, on a pu faire une étude un peu plus poussée sur son réseau d'air comprimé. Et puis, on a pu découvrir qu'il y avait un potentiel d'économie qui était assez gigantesque, puisqu'on a économisé environ 150 000 kWh par année. Hein. Donc, on a des économies financières d'environ 27 000 francs. Et puis, ce projet, il a quelques années, ce n'est pas avec les tarifs qu'on connaît maintenant, les tarifs de l'énergie qu'on connaît maintenant. Donc, en 6 ans, en fait, le client a pu avoir un retour sur investissement de son installation. Voilà. Il ne faut pas oublier que pour ce genre de projet, on a aussi à disposition, pas dans tous les cas, mais des fois, on peut avoir des subventions qui viennent de la part de différents organismes comme la Confédération ou encore les cantons. Aussi, je me permets de rajouter que dans ce projet-là, il n'y avait pas finalement que l'aspect d'amélioration de l'électricité. Comme le disait M. Maréchal, des fois on chauffe, on refroidit des fluides. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces échanges. Donc là, on peut aussi récupérer en fait la chaleur qui est émise par les compresseurs, et puis ça de manière optimale parce qu'on a une production qui est centralisée pour utiliser cette chaleur pour d'autres procédés, des fois industriels ou autres. Un autre projet aussi très concret chez un client, encore une fois dans le cadre d'une convention d'objectifs, ce client il avait un besoin de nettoyage de pièces en fait. Et puis pour avoir de l'eau qui vienne nettoyer ces pièces, il avait une pompe d'environ 110 kW qui était installée avec un système de distribution par courant. Dans le cadre de l'audit énergétique, encore une fois, en faisant la répartition énergétique et puis en identifiant les process, on s'est vite rendu compte que cette installation, aujourd'hui, elle ne correspondait plus aux besoins réels de l'entreprise. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Hein. À un moment T, une entreprise fonctionne d'une certaine manière et quelques années après, les processus ont changé, les besoins ont changé. Et puis parfois, on a des équipements qui peuvent être surdimensionnés ou au contraire sous-dimensionnés. Mais en général, quand c'est sous-dimensionné, on s'en rend compte un peu plus vite que quand c'est surdimensionné. Et du coup être beaucoup plus gourmand en énergie. Donc ce projet là aussi, il était intéressant parce qu'on a pu diviser par 2 la consommation d'électricité pour ces pompes en redéfinissant complètement le modèle. Ce projet-là avait bénéficié d'une aide de la part de la Confédération. Et encore une fois, on a un retour sur investissement qui me semble quand même largement intéressant pour ce type de projet. Voilà. Donc, moi, j'arrive aussi gentiment au bout de ma présentation. Ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'énergie, ça devient un enjeu stratégique. Ça a été renforcé par le contexte de pénurie d'électricité.
il faut se poser vraiment les bonnes questions quand on veut faire de l'amélioration de processus. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette énergie? Si oui, est-ce qu'on peut optimiser pour vraiment aller faire diminuer en fait ces consommations d'énergie et puis poser une démarche et une vision stratégique par rapport à l'utilisation de l'énergie au niveau de l'entreprise? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est valable, je pense, et qui est renforcé par la conjoncture actuelle, hein. Euh, pour le mot de la fin, aussi, tout ce qui. La meilleure économie, finalement, c'est l'énergie qui est pas consommée, hein, c'est clair. Quand on économise des kilowattheures, on économise aussi du CO2. C'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus important. Aussi, M. Maréchal vient d'en parler. Chez Romand d'énergie, on propose aussi des solutions pour vous accompagner dans vos bilans carbone. Donc, tout ça, c'est finalement un environnement, je dirais, macro qui est parfois un petit peu compliqué, mais il y a des solutions qui existent pour vous accompagner selon vos enjeux, en fait, en termes de besoins énergétiques. Parfois, je sais aussi, encore un dernier mot, j'espère que j'ai encore assez de temps, Martin, mais parfois aussi, c'est difficile de trouver les subventions, hein, on le sait. On vous enverra, quand on vous enverra la présentation, je mettrai quelques liens que je n'ai pas mis dans la présentation, quelques sites qui permettent de référencer en fait l'ensemble des subventions qui existent en Suisse. Et ça, parfois, c'est vraiment un gain de temps pour la recherche de subventions. Voilà. Moi, j'arrive au bout, Martin, du coup, je peux pouvoir passer la parole. Très bien. Pas de souci. Merci pour la présentation. Je retiens, et je pense qu'on est plusieurs à le retenir, et ton incroyable amabilité que de faire gagner du temps avec ces liens que tu vas fournir. Donc, c'est plutôt sympathique pour tout le monde. Merci pour la présentation où on était redescendu d'un cran, et je propose que on redescende encore une fois d'un cran. On n'est plus au niveau des entreprises, mais au niveau d'une seule entreprise. On va parler du cas de Medtronic. Medtronic qui se situe à Tolocna, à côté de Morges. On va laisser Christopher Widmer et puis Yann Pelouchou nous présenter évidemment l'entreprise pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et puis nous présenter surtout ce qu'elle a entrepris dans le contexte actuel, quelles mesures ont été prises. Et avant de vous donner la parole pour la quinzaine de minutes réglementaires, je vous rappelle que vous pouvez écrire des questions dans le chat et qu'on y répondra après. C'est la première fois, pour le moment, on n'a pas de questions. Alors j'ose espérer que tout le monde a été extrêmement clair. Mais je doute que ce soit clair à 100%. Il y a forcément quelque chose que vous posez comme question. N'hésitez pas, on est vraiment là. On prendra 5, 10, 15 minutes s'il le faut à la fin pour répondre à tout ça. Pendant que vous réfléchissez à vos propres questions et que nos amis de Medtronic finissent de se préparer, eh bien voilà, je vais vous donner la parole, messieurs Widmer et Pelouchou, si vous êtes Oui, prêts. prêt. C'est à vous pour 15 minutes. Est-ce qu'on voit bien notre écran? C'est bon? On voit très bien. Super. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Yann Pelouchou. Moi, je suis responsable des achats chez Medtronic et mon collègue Christopher Widmer, qui est à côté de moi, est responsable de tout ce qui est facilities, bâtiments, entre autres. Bonjour. On va vous présenter en 2 mots qui on est, Medtronic, parce que pas tout le monde nous connaît. Donc, dans le monde, on est 90 000 employés, on fait un peu plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, on a 65 usines réparties dans le monde. Et puis aujourd'hui, je vais vous donner un tout petit peu plus d'informations sur notre campus de Tolocna. Donc, on a 3 éléments à Tolocna. On a la partie en bleu qui s'appelle SMO, ça c'est notre site de production, environ 400 employés. On a la partie HQ, donc le headquarter pour la région IMIA. On a aussi entre 200 et 300 employés en principe sur le headquarter. Et puis on a encore une partie tout en haut en vert plutôt clair. Là, c'est plutôt le centre européen de formation, donc les médecins qui viennent chez nous pour se former par rapport aux produits qu'on fabrique. J'ai mis 2 produits sur la présentation. Donc nous, on fabrique des pacemakers et des défibrillateurs. Vous avez sur la gauche un défibrillateur et en bas un pacemaker, un tout petit pacemaker qu'on introduit directement dans le cœur. Quelques mots sur le site. Donc, j'ai parlé des 400 employés, 25 nationalités, un chiffre assez intéressant que pas tout le monde connaît. L'usine ici à Tolocna représente environ 0,6% de toutes les exportations suisses. Donc, c'est une usine qui est assez importante pour la Suisse. Capacité de production, on a une salle blanche d'à peu près 1662 mètres carrés. Le chiffre est même monté par rapport aux unités qu'on produit. On fabrique à peu près maintenant 1,5 million de pacemakers par année. On travaille en 3 shifts. Donc, on travaille du lundi au vendredi. On travaille également de temps en temps le samedi, 24 heures sur 24.
On ne fait pas que de fabriquer des produits, on développe aussi des lignes de production qu'on transfère ensuite à nos entreprises sœurs ici à Tolochin. Voilà, Medtronic a une mission, comme la plupart des entreprises, et nous, on a un paragraphe de notre mission qui dit qu'on doit maintenir une bonne citoyenneté en tant qu'entreprise. Et puis là-dedans, Medtronic s'engage donc à minimiser les déchets et les émissions, à réutiliser et recycler les matériaux, promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables, réduire les émissions, les gaz à effet de serre, conserver l'énergie et l'eau dans la mesure du possible. Ça, c'est vraiment un des paragraphes de notre mission qui existe depuis très longtemps et puis c'est vraiment d'actualité chez nous depuis un certain nombre d'années. Si on regarde la gestion environnementale de Medtronic, en fait, quels sont les goals pour Medtronic? Nous, on travaille par année fiscale. Là, on est dans notre année fiscale 23. Donc là, on parle de l'année fiscale 25, c'est-à-dire dans 2 ans. Pour dans 2 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? Medtronic, en général, veut réduire de 50% ses émissions de CO2. On veut également réduire notre consommation électrique de 20%. Ça, c'est général pour Medtronic. On va vous montrer déjà ce qu'on a fait ici. Et puis, on veut utiliser des ressources renouvelables. On a aussi eu un gros projet ici dernièrement à Tolochin. On va vous montrer ça tout à l'heure. Baisser également de 15% nos déchets jusqu'en FY25. Voilà, je vais passer maintenant la parole à M. Widmer qui va rentrer plus dans les détails et puis il va vous montrer des cas concrets qu'on a fait ces dernières années. Voilà, merci. Donc, juste pour vous donner un petit peu de rétrospective ici, on n'a pas attendu ces dernières années où quand Medtronic a clairement aussi mis en place une mission détaillée avec des points, avec des chiffres, avec finalement des valeurs à atteindre. Sur le site de Tolochin, on s'est posé la question déjà il y a bien des années en arrière sur comment est-ce qu'on pouvait optimiser en fin de compte notre consommation électrique, la voyant, si vous voyez, depuis 2014, la voyant augmenter régulièrement de mois en mois jusqu'à finalement atteindre un pic que vous avez en juillet 2015 avec, si vous voulez, une consommation qui était assez importante. Si on prend ça sur toute l'année, on consommait environ en 2015 7,9 gigawattheures uniquement pour le site à Tolochin. Donc, au sein du département Facilities, on a décidé de tacler ça et de finalement travailler avec des étudiants de l'école de Hochschule de Lucerne, tout ce qui est Applied Science. Et on a eu des étudiants qui sont venus chez nous, qui nous ont fait toute une sorte d'analyse pour nous proposer des optimisations notamment de nos installations. Et puis, comme vous le voyez sur le milieu du slide ici, c'est qu'on a commencé à travailler sur nos systèmes de ventilation. On a entendu dans la présentation tout à l'heure que finalement, ce sont des éléments qui consomment étonnamment beaucoup d'énergie et surtout s'ils sont mal paramétrés, mal tunés. Et on arrive dans cette optique-là où si vous êtes en permanence en train de pousser de l'air dans un environnement qui n'en a pas besoin, ou finalement on décide de l'optimiser, de le rendre sur une part variable, tout à fait. Et à un moment donné, on arrive à passablement réduire notre consommation annuelle, déjà rien qu'en utilisant les outils qu'on a à disposition sur notre site, avec finalement des mises en place de mesures très concrètes sur nos installations. Et puis, une fois qu'on est arrivé, on voit un petit seuil qui commence à stabiliser. Puis, c'est toujours un message assez important de faire passer aussi à votre direction, c'est que le zéro, on ne l'atteindra jamais, à moins qu'on éteigne complètement l'usine. Donc, finalement, il faut continuer à trouver des gros consommateurs. Puis, comme ce qu'on appelle en anglais, les low-hanging fruits, on prend ces éléments-là qui sont à portée de main. Et on a commencé à attaquer finalement des équipements, des gros équipements, comme par exemple là, on n'arrive pas forcément à le reconnaître, mais c'est un tunnel de lavage de notre restaurant d'entreprise. On a un énorme tunnel de lavage qui, lui, était connecté avec directement à l'électricité, qui générait finalement énormément de chaleur et on refroidissait derrière le local dans lequel il se trouvait. Donc finalement, vous avez du chaud et du froid dans le même local, puis vous avez une sorte de magnifique mix au fond de la cave. J'ai envie de dire ça sous cette forme-là. Donc on a pu optimiser, on a installé une mini pompe à chaleur dans cet appareil-là qui, lui, l'a rendu nettement plus efficace au niveau énergétique et on voit déjà une légère baisse de la production. Il y a eu d'autres éléments sur des équipements qui ont été fabriqués, qui ont été faits à ce moment-là pour finalement avoir une baisse significative sur le campus au vu du nombre de kilowattheures annuels qu'on consommait. Et ensuite, on a démarré un projet en 2017 qui était, on a aussi entendu tout à l'heure, la mise en place de LED, la mise en place du remplacement de nos systèmes d'éclairage
par de la LED, mais en fait, on a appliqué un système un peu spécifique, c'est qu'on n'a pas été acheter de la LED, on a fait un leasing sur la LED, sur les installations de LED. Donc finalement, on a pu faire cette approche-là un peu différente, un peu disruptive à l'époque aussi pour notre organisation. C'était de finalement faire un leasing sur des équipements. Pour ne pas dire des ampoules. Et puis, on a vu régulièrement, avec plusieurs phases d'implémentation, c'est quelque chose qui a amené finalement son plus au sein de notre organisation. Les chiffres que vous voyez ici entre 7,9 gigas, ce sont les consommations annuelles. Donc, sur la partie gauche, c'est les consommations mensuelles. Mais pour vous dire, on a passé de 7,9 gigas à 5,7 en 2022 et actuellement, on est toujours sur la pente descendante, notamment aussi grâce à un projet comme par exemple la mise en place des panneaux solaires. On a utilisé l'ensemble de nos toitures à disposition. On se pose toujours la question si les toitures végétalisées devraient aussi un jour avoir des panneaux solaires. On n'en est pas forcément convaincu parce qu'on aime bien avoir un mix entre les deux. Donc, la végétation a aussi d'autres avantages. Mais finalement, sur les toitures qui aujourd'hui sont principalement, on va dire, exemptées de végétalisation, on a déployé l'ensemble des panneaux solaires. Et on se rend compte que finalement, des bâtiments qui ne sont pas prévus pour obtenir, pour pouvoir mettre des panneaux solaires, on ne peut pas en mettre sur toute la surface. Comme vous le voyez sur la première photo, la partie de droite, en haut, on n'a pas pu mettre tout simplement parce que la structure n'était pas faite pour ceci. Donc voilà, on a quand même encore quelques mètres carrés qui restent non exploités, mais en fin de compte, on a pu aujourd'hui mettre en place le maximum des panneaux solaires avec finalement une consommation, une autoconsommation de 7% de notre consommation annuelle. Et c'est quelque chose qu'on a démarré il y a quelques années en arrière, d'abord avec un petit bâtiment qu'on a rendu totalement autonome d'un point de vue consommation électrique pour finalement arriver sur cette grande partie du training center, du centre de formation, comme vous l'avez annoncé, M. Pelouchou, tout à l'heure. Donc, une première initiative lancée là-dedans. Ce qui va arriver, par exemple, par la suite, c'est qu'on a ici le bâtiment rond que vous voyez en haut à gauche. Il a des façades vitrées. Et ces façades vitrées, bien sûr, des contre-cœurs qui sont avec une sorte de faux miroir. Et on va justement exploiter cette partie-là aussi à l'avenir pour pouvoir y mettre des panneaux de façade. Donc, ça, c'est un peu notre prochaine étape d'étude pour tout ce qui est photovoltaïque. Un autre gros projet qui nous a énormément permis de diminuer nos émissions de CO2 et notamment aussi maintenant un peu notre consommation électrique, étonnamment, c'est le fameux projet qu'on a appelé chez nous Enerlac. C'est finalement ce projet d'aquathermie qui vient pomper l'eau du Léman pour finalement refroidir et chauffer nos bâtiments. Et puis, on disait tout à l'heure, le fameux free cooling. On avait déjà du free cooling aux toitures chez nous, mais maintenant, on va utiliser cette technologie-là avec de l'eau qui circule entre 7 et 8 degrés dans nos installations pour pouvoir refroidir notre environnement de production, notamment la salle blanche. Cet environnement de production est demandant en énergie 24 heures sur 24 au vu de la production. Donc, il a fallu trouver un système vraiment, on va dire, certes non énergivore pour pouvoir subvenir aux besoins finalement du froid demandé aux productions et notamment ce projet-là qui a été déployé donc depuis l'été 2020 pour Medtronic, mais vous voyez que ça fait depuis 2018 qu'on travaille 2008, dessus. Ouais, pardon, 2008, pas 2018, mais 2008 qu'on travaille dessus avec M. Pelouchou. Ça prend un certain temps. Beaucoup d'interactions avec les autorités, certes, sur des go, no-go, mais après, sur le déploiement lui-même, on va dire, ça a commencé en 2019 à se concrétiser, avec 2020 des travaux réellement de construction pour finir à l'été 2022 avec une installation qui est tout à fait opérationnelle au jour d'aujourd'hui. Et puis, pour vous donner un petit peu une visibilité, on vient chercher l'eau à moins 45 mètres de profondeur, où elle est stable toute l'année à environ 7 degrés, pour finalement directement la faire circuler dans nos installations de faux plafonds au sein de la salle blanche, pour pouvoir finalement refroidir et climatiser les environnements de production. On va réutiliser la chaleur générée par l'échange de chaleur qu'il y a à ce moment-là pour pouvoir l'utiliser pour nos environnements, si vous voulez, plus de bureaux. On a besoin de ce qu'on appelle le froid confort. On n'a pas forcément besoin de l'eau à 7 degrés. Donc, on va réutiliser cette énergie qui est produite d'abord en priorité pour la production, pour la réinjecter après coup dans notre environnement, notamment de training center ou dans les bureaux de notre headquarter pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. On voit quelques chiffres ici. Beaucoup de gens se posent la question, mais finalement, vous allez réchauffer le lac Léman? Non, on ne va pas réchauffer le lac Léman, sachant que la température qui revient dans le lac est aux alentours de 10 degrés, 10, des fois 12 degrés, en fonction de la saison, et on le réinjecte à une profondeur nettement plus haute, en quelque sorte, qu'à l'endroit où on le prend. Et puis, vous avez ce delta T qui est tout à fait maîtrisé. Et puis, aujourd'hui, on ne peut pas
utiliser, bien sûr, réinjecter de l'eau à peut-être qui viendra à 50 degrés ou à 40 degrés au sein du léman. Donc, toutes ces études ont été faites, mais ça, c'est un des projets qui était vraiment primordial pour nous pour continuer à travailler sur ce rideau, bien, je ne me souviens plus comment le ruban, le fameux ruban, qui est important et qui est des fois difficile pour une entreprise comme la nôtre de pouvoir adresser puis dire quelles sont les prochaines étapes qu'on va mettre en place pour pouvoir encore diminuer la consommation. On espère passer en dessous du seuil un jour, peut-être de gros consommateurs. Là, je regarde monsieur David. Mais voilà, on a encore du travail derrière ça. Et voilà, donc ça, c'est typiquement des réalisations concrètes qui ont été exécutées chez Medtronic pour pouvoir finalement, on n'est jamais trop récompensé par les augmentations du coût de l'électricité. Donc financièrement, c'est toujours très difficile à vendre au sein d'une organisation. Mais voilà, pour être pionnier là-dedans, en 2017, chez nos dirigeants Medtronic Monde, on était encore des savants fous, j'ai envie de dire. Mais clairement, aujourd'hui, en 2020, 2022, on est clairement, on va dire, récompensé pour les efforts qu'on a menés depuis ces dernières années. Voilà, j'espère que ces quelques slides ont pu vous inspirer aussi. Et puis, on vous remercie pour votre attention. Merci pour ce retour d'expérience très clair, très complet, où on voit que vous n'avez effectivement pas attendu la crise actuelle pour agir. J'imagine que beaucoup des personnes qui nous écoutent ont aussi, à leur échelle, entrepris déjà des choses avant, hein. On n'a pas attendu les hausses de 2022-2023 pour se soucier de la consommation d'énergie, évidemment. Mais c'est toujours bien de voir ce qui peut être fait parce qu'effectivement, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont face de temps en temps un petit peu à un capharnaüm où on ne sait pas tellement par où l'attaquer, tellement qu'il y a de choses à faire. On va quand même passer aux questions. Il n'y en a pas énormément, donc on devrait pouvoir finir à l'heure à midi, à quelque chose près. Si je fais le tour un petit peu, on a quelqu'un qui nous demande, qui souhaiterait connaître comment fonctionne la reprise du CO2 et sa transformation pour son utilisation dans d'autres process. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui se sent un petit peu plus à l'aise pour répondre à cette question? Ouais, moi, je peux répondre, hein. Donc, le principe, c'est le principe de la coélectrolyse. Donc, on peut faire avec du CO2 et de l'eau et de l'électricité, alors idéalement renouvelable. Donc, on va faire fonctionner ça quand l'électricité, quand personne ne veut l'électricité. On peut refaire on fait du syngas, en fait, qui est le point de départ de la chimie dans pétrochimique, en réalité. On refait on peut faire des plastiques ou bien on peut faire du carburant. Donc, c'est ça le principe. Merci pour cette réponse. La suivante, je fais un petit peu le tri. Pour une entreprise ayant quelques grosses installations de production qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avez-vous des pistes pour identifier rapidement la part optimisable du talent de consommation? Ça, c'est peut-être une question pour Brian et Marc. Oui, bonjour à tous. Je veux volontiers répondre à cette question. C'est vrai que on pense souvent, comme Brian l'a montré tout à l'heure, que une machine de production consomme effectivement une grande partie de l'énergie. Et puis c'est le tournage 24, effectivement, qu'une partie du talon est consommée par cette machine. Moi, j'aimerais peut-être commencer par dire, ce serait bien peut-être de mesurer la consommation de cette machine déjà, pour voir est-ce qu'elle consomme vraiment ce qu'elle devrait consommer par rapport aux indications du fournisseur. Est-ce qu'elle fonctionne de manière adéquate par rapport à ce que nous, on pense qu'elle devrait faire aussi? Je commencerai par ça, puis ensuite me dire, voilà, ce talent de consommation, effectivement, est-ce que j'ai pas peut-être, si je peux pas agir vraiment sur cette machine, est-ce que je peux pas agir sur, comme l'a dit Brian Granger tout à l'heure, est-ce que je peux pas agir sur d'autres points sur lesquels j'ai peut-être plus de prise, parce qu'en plus, cette consommation, elle est vraiment un rythme sur l'ensemble de l'année aussi, plutôt que de forcément se focaliser sur la machine de production. Mais voilà, je commencerai déjà, moi, la première démarche, c'est de mesurer la machine pour identifier son fonctionnement, pour voir vraiment si il est en adéquation avec la façon dont j'estime qu'elle devrait marcher. Merci. Maintenant, au niveau, peut-être une question pour Medtronic en l'occurrence, une question d'organisation. Comment, quand vous faites ces efforts d'optimisation, comment est-ce que vous organisez? Donc, ça, c'est votre retour d'expérience à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui est internalisé? Est-ce que vous avez des soutiens externes pour justement pouvoir optimiser toute cette analyse et cette étude autour de l'optimisation de votre consommation? Alors,
si vous voulez, dans les grandes lignes, donc, nous, ce qu'on prévoit, donc, en interne chez nous, on planifie à l'avance aussi des budgets quand on décide de renouveler un équipement, une machine, donc on le planifie financièrement. Maintenant, au niveau des aides externes, malheureusement, on n'a pas forcément eu beaucoup d'aides. Typiquement, le projet NALAC, on n'a pas eu d'aide externe directement par rapport à ça parce que le projet était déjà en cours et la Confédération n'a pas voulu, ou le canton n'a pas voulu entrer en matière à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvé un tout petit peu seul. Par contre, pour d'autres éléments, oui, on a pu bénéficier aussi de subventions, d'aides. On a simplement suivi on va dire, vos conseils aussi de soumission de dossiers pour obtenir des aides financières, tout à fait. Oui, c'est toujours une problématique, hein, la question de l'organisation, et de l'externalisation chez Romand d'énergie. Ça me fait penser, je dis maintenant, on est en train de mettre en place ce type d'outil qui s'appelle sauf erreur Zenco, Zenco 2. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur le site internet zenco2.ch, pour tout ce soutien aux entreprises qui souhaitent agir. Comment analyser les économies d'énergie dans une entreprise en constant développement? Ça, c'est aussi un challenge peut-être pour Brian. Écoutez, je veux bien répondre aussi. Donc, pour moi, un des aspects importants, c'était souligné peut-être par M. Maréchal au tout début, c'est l'aspect de la formation. Je pense que c'est important d'avoir au sein de l'entreprise déjà une personne qui soit formée, un monsieur ou une madame énergie, quelqu'un qui puisse vraiment avoir la vision énergétique. C'est vrai que ce sont souvent des ressources qui prennent un peu de temps. Et dans une entreprise, effectivement, dont le focus est axé sur la production, ce n'est pas toujours évident de dégager des ressources. Mais la personne au sein de l'entreprise qui peut connaître déjà avoir cette sensibilité énergétique et puis qui puisse aussi la mesurer au travers d'un système de mesure mis en place, c'est très précieux et ça permettra aussi d'appréhender toutes les augmentations d'énergie qui pourraient subvenir et de voir où elle se situe, est-ce qu'elle se situe au bon endroit. C'est vrai que dans une entreprise qui bouge beaucoup, on fait face à un déploiement de technologies et de consommation qui n'est pas toujours maîtrisé. Et je dirais, voilà, pour moi, le cœur de la chose, c'est déjà de mettre en place, d'avoir une personne qui s'occupe de l'énergie et avec un système de monitoring pour bien suivre déjà l'évolution de cette énergie. Justement, on parle beaucoup de mesurer. C'est la première des choses à faire, hein, avant d'agir, il faut savoir sur quoi agir, bien sûr. Et on a une question qui est tombée. Vous parlez beaucoup de mesurer, cela est pertinent, mais comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Et alors, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de le faire vous-même. Mais il s'agit déjà de mettre déjà qu'est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce qu'on veut mesurer des choses pour rapporter un coût énergétique à notre production? Est-ce qu'on veut mesurer quels sont nos objectifs au travers de cette installation de mesure? Ensuite, il faut descendre un peu plus bas, c'est-à-dire voilà, où c'est que je peux mesurer? Et vraiment, et puis aller voir vraiment dans les circuits qu'est-ce qui est possible de faire. C'est pas toujours possible d'identifier. Je prends par exemple l'éclairage. On a souvent dans un tableau électrique de multiples départs qui mesurent l'éclairage. C'est pas toujours aisé de le faire. Donc, mais il faut bien définir qu'est-ce qu'on souhaite au départ. Et puis, c'est des solutions d'installation de compteurs. On en trouve beaucoup sur le marché. Je ne passe des fournisseurs ici, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui est de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises. J'imagine d'ailleurs que chez Medtronic, on a déjà un système de monitoring bien en place. Donc, c'est quelque chose qui existe et puis qui a vraiment une valeur ajoutée. Ce monitoring, justement, pardon, allez-y. Ah, pardon. Alors, on va le refaire dans l'ordre. Les premiers, c'était Medtronic. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Alors, du côté de Medtronic, la parole est à Tolochna. Alors, c'est gentil, merci. Alors, c'est vrai que c'est clé. La mesure, on parle vraiment de ça et très régulièrement pour éviter de faire l'erreur. C'est Pas souvent ce qui se voit qui consomme le plus. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent, et notamment dans une grande entreprise comme la nôtre, quand vous posez la question à la plupart des employés, ils vont vous dire la lumière, il faut éteindre la lumière. Mais ce n'est pas forcément le plus gros consommateur. Donc, c'est clé de mettre les bonnes mesures en place, certes avec des compteurs, avec différentes technologies, pour vraiment axer d'abord sur, on va dire, les gros consommateurs, ceux qui vont vraiment rapporter quelque chose. Après, vous faites aussi un business case avec un retour sur investissement. Vous pouvez dire, est-ce qu'on part finalement sur des choses un peu moins
moins onéreuse au départ, parce que voilà, il n'y a pas forcément ce ROI. Et de l'autre côté, il faut aussi manager j'ai envie de dire, les personnes, ce que les gens voient, parce qu'il y a le côté émotionnel, il y a le côté personnel des gens. Donc oui, il faut aussi faire certaines actions qui se voient très clairement pour pouvoir avoir finalement le buy-in de l'ensemble des employés puis de votre direction. Mais je dirais que oui, c'est ce qu'il faut faire. Au début, il faut mesurer, quoi. Nous, on a mis des compteurs un peu partout. On a des remontées. On voulait comprendre exactement où passait notre 7,9 gigas. Et après, on a mesuré et puis on a été de plus en plus précis. Et puis, on a regardé où il y avait des bons retours sur investissement. Puis, c'est ce qu'on a attaqué au début, quoi. Après Tolochna, c'est à Sion qu'on a quelque chose à ajouter, Monsieur Maréchal. Oui, moi, je veux insister en fait sur une autre dimension, c'est que les modèles sont aussi des mesures indirectes, donc c'est des capteurs qui ne coûtent rien parce qu'il suffit de les écrire. Et puis, il y a une autre dimension qui va être intéressante une fois qu'on a fait des modèles, c'est un petit peu ce que nous, on développe là, c'est de pouvoir non seulement faire du monitoring, mais faire du targeting et monitoring, c'est-à-dire de pouvoir planifier et voir en fait quelles sont les options qui vont s'ouvrir lorsque le système évolue et d'être toujours informé de où est-ce qu'on veut aller en fait. Et donc, introduire à la fois une approche, simultanément à l'approche monitoring, introduire une approche de targeting, c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet toujours de mettre toutes les actions en perspective de l'ensemble. Mais pour ça, il faut effectivement avoir un modèle du système, ce qui signifie surtout peut-être de réfléchir, d'avoir toujours cette vision systémique plutôt que d'avoir aussi des visions qui sont peut-être beaucoup plus localisées sur des machines ou un seul vecteur énergétique. Brian, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette question? Non, mais je crois que c'est bon. Mais je rejoins ce que disent les collègues. En fait, le système de monitoring, il est important pour le départ. Et d'avoir ces données, c'est quelque chose de très précieux, en fait, parce que quand on fait un audit énergétique, on va devoir faire justement cette fameuse répartition énergétique. Et grâce aux données, notre répartition, elle sera fiable, donc ça nous permettra de bien comprendre, en fait, les flux d'énergie au sein de l'entreprise, quoi. Dernière question, je propose de prendre une dernière question qui est un petit peu liée à ce qu'on vient de se dire là, puis après, ce sera l'heure d'aller manger tous. C'était en parlant justement de ce monitoring et de ces mesures, quelle place est laissée finalement aux solutions IoT, Internet of Things et tous les objets connectés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de très ancré? Est-ce qu'il faudrait le développer? On se situe où aujourd'hui par rapport à ces problématiques-là? Alors, nous, en tout cas, en ce qui concerne l'IoT, je ne sais pas si là on parle vraiment de l'objet en soi qui permet de mesurer, ou est-ce qu'on parle vraiment du fait de collecter toutes ces données dans un data lake et puis de les traiter, puis d'avoir vraiment une vision globale. Mais oui, aujourd'hui, on rencontre des sites industriels qui ont des objets connectés pour détecter si finalement il y a des personnes, enfin, où on a des pièces qui sont mesurées. Donc oui, c'est déjà efficace, c'est déjà opérationnel à ma connaissance. Maintenant, je ne sais pas si la question allait jusque-là ou j'arrive pas à préciser le degré de question en fait. Le degré de question n'est pas spécialement précisé. Je regarde de nouveau le chat pour voir si on en a plus. En attendant, si vous allez dans le chat, je fais une toute petite parenthèse. On vient de vous mettre un lien, ne soyez pas surpris, c'est le lien vers le sondage pour voir ce que vous pensez de cette présentation et si vous avez des questions plus concrètes. Vous pouvez bien sûr déjà y répondre. La personne qui a posé la question sur l'IoT, si elle veut préciser éventuellement ce qu'elle a dit, c'est peut-être le moment. Sinon, on va devoir gentiment conclure Ou par email, hein, si jamais. ou par email. De toute façon, vous aurez toutes les informations pour contacter nos experts en tout cas. Donc voilà, vous pouvez vous poser tout ça. Je vois, il n'y a pas de question qui revient. Donc on va pouvoir gentiment terminer. Merci en tout cas à vous tous, au niveau des présentateurs. Merci d'avoir pris le temps de nous exposer soit vos recherches, soit vos expériences. C'était très intéressant là-dessus. Ce webinaire était donc enregistré. Il sera mis à disposition par email normalement cet après-midi pour toutes les personnes qui étaient inscrites, qu'elles aient pu venir ou pas venir, qu'elles soient parties au milieu, restées jusqu'à la fin. On mettra aussi sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine
prochaine, si vous voulez le partager au sein de vos entreprises respectives ou à différents collègues. On vous donne aussi rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Vous savez qu'à partir de maintenant, il y a des webinaires qui vont se dérouler tous les mois du côté de Rendement d'énergie. Si vous voulez être informé des sujets qui vont très souvent concerner les entreprises, eh bien, vous n'avez qu'à nous suivre sur LinkedIn. C'est peut-être la meilleure façon d'être informé de la date et du sujet. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter de dernière minute ou est-ce que vous avez fait passer tous les messages que vous vouliez faire passer? Tout est OK pour tout le monde? Eh bien, messieurs, je vous souhaite un bon appétit, bonne journée à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Je vais couper l'enregistrement maintenant. On reste encore en ligne quelques instants si jamais il devait y avoir une dernière question. Et puis sinon, bien bonne journée à toutes et à tous. Merci.